Bonjour. Allô. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. La conférence à laquelle vous allez assister dans un instant va porter sur la place de la philosophie dans la cité, sur le rôle du philosophe pour sa société. Déjà dans l'Antiquité, Socrate envisageait ce rôle comme celui d'un empêcheur de tourner en rond. Le philosophe, c'est celui qui nous empêche de nous reposer dans les préjugés. Le rôle de Socrate, comme vous le savez peut-être, lui a coûté la vie. Mais imaginons un peu qu'il revienne à notre époque. Quel rôle voudrait-il jouer? Si Socrate s'invitait, par exemple, aux prochaines élections, à la campagne électorale, qu'est-ce qu'il répondrait à Jean Charest qui nous dit que la priorité, c'est l'économie ou le plan Nord? Imaginez un peu que Diogène revienne et qu'il s'invite à une réunion caquiste. Comment est-ce qu'il s'y comporterait? Imaginez encore qu'Épicure, qui nous disait que le meilleur lien qui peut unir les hommes, c'est l'amitié, que le vivre caché, c'est ce qui vaut le mieux. Imaginez donc qu'Épicure revienne et qu'il s'entretienne avec Pauline Marois. Est-ce qu'il y aurait des conseils à lui donner? Bref, quelle est la place du philosophe dans la cité? Pour nous en parler, on reçoit Gérald Allard. Gérald a été professeur toute sa vie. Il est à la retraite maintenant. Il a donc consacré sa vie à la parole, mais c'est aussi un écrivain qui nous a laissé des ouvrages critiques sur Descartes, sur Montaigne, sur Rousseau, sur la Boétie. Alors, il va nous entretenir de ce sujet-là. Après la conférence, il y a une courte période de questions qui va être animée par ma collègue Natacha Giroux. Alors, vous pouvez préparer des questions durant la conférence et on prendra un peu de temps à la fin pour faire ça. Sans plus tarder, je laisse la parole à Gérald. La conférence, on vous en a donné un titre, moi j'en ai un autre. Vous avez une feuille en principe là, qui donne le titre. La philosophie, c'est jouer avec les mots. Le philosophe sait jouer avec les mots et séjourner avec les mots. Vous allez comprendre d'où je m'en vais avec ça. Si je suis avec vous ce matin, c'est parce que je veux me venger. Au cas où mon entrée en matière vous paraît non seulement étonnante, c'était mon intention, mais encore inquiétante, je vous assure que je ne porte pas d'armes. Je veux me venger, mais il est loin d'être sûr que je le ferai. Et surtout, si je réussis à me venger, ce sera avec les moyens d'un vieux monsieur qui a passé sa vie dans les livres, qui a consacré son temps à expliquer ce qui lui semblait le plus important et qui l'a fait avec un succès bien relatif. Me venger donc. Mais de qui et de quoi? Je ne veux punir personne et en même temps, je veux me venger de tout le monde. C'est-à-dire que j'en veux à l'ère du temps. L'ère du temps, c'est quelque chose qui entoure tout le monde et dans lequel on vit. L'ère du temps, l'ère de l'ici et maintenant, est si intime qu'il habite ceux qui y vivent, vous et moi. C'est quelque chose qui est si présent qu'on ne le voit plus parce qu'on fait partie de l'ère du temps. L'ère du temps des poissons, c'est l'eau. L'ère du temps des êtres humains, c'est l'ensemble d'opinions qu'ils forgent et qui les forgent. Voilà pourquoi je veux me venger de tout le monde, mais que je ne peux punir personne. Tout le monde produit l'ère du temps et est produit par lui, ce qui veut dire que personne n'est responsable. Pour expliquer un peu mieux ce que c'est que l'ère du temps, on pourrait rappeler, par manière d'exemple, que durant l'Antiquité, tout le monde croyait que l'esclavage était normal, voire naturel. C'est si vrai que durant la révolte des esclaves romains, sous Spartacus, la première chose que les esclaves libérés se sont procurés, ce sont des esclaves. Suggérer à quelqu'un, même à un esclave, que l'esclavage est un mal radical, tout en étant une donnée générale, pour ainsi dire, incrustée dans la société, c'était mettre en doute des faits aussi simples que celui de la force militaire, qui rendait possible l'esclavage en même temps que la libération de l'esclavage. C'était aussi faire fi des besoins des humains qui voulaient bien vivre, lesquels besoins ne pouvaient être satisfaits sans l'esclavage. Ou rejeter les lois de la cité qui faisaient que l'esclavage était juste, aussi juste que le mariage, la famille et le droit de propriété. Il me reste à vous dire quelque chose qui pourra me causer des problèmes. Et donc, je ne ferai que le suggérer, parce que je ne veux pas avoir de problème.
j'ai un peu peur que vous voudriez vous venger de moi. Voici donc ce qu'il me reste à dire. Chaque civilisation, chaque société, chaque temps a son air. Ce qui veut dire qu'il y a, même dans notre Québec hyper moderne, post-révolution tranquille, post-référendaire, même dans le sacro-saint modèle québécois, il y a un air du temps invisible, et donc des opinions, et donc des préjugés, pour le dire simplement. Je veux me venger de l'air du temps, donc. Mais quel mal l'air du temps m'a-t-il fait? Quelles opinions jugées d'avance, quelles opinions sans raison, quels préjugés contemporains m'ont fait du tort au point que je veuille me venger? Pour les fins de la conférence de ce matin, je choisis donc un des vents de l'air du temps, un vent qui me décoiffait et qui continue de me décoiffer. Il s'agit d'une opinion qui a trouvé son expression dans des phrases toutes faites, que tout le monde a entendues, que tout le monde a approuvées sans même les entendre, et même que tout le monde a contribué à répandre en les répétant. Je vous rappelle, je vous apprends, non, je vous rappelle que je suis professeur de philosophie et même que par bout, je suis philosophe. Or, depuis toujours, j'entends fuser de partout des phrases comme la suivante. La philosophie, c'est du pelletage de nuages. Les nuages dont on parle alors ne sont pas des vrais nuages. Je vous assure que notre réputation serait meilleure si les philosophes étaient bel et bien capables de pelleter des nuages. Dans notre monde halluciné par les craintes écologiques, quelqu'un qui saurait pour de vrai comment pelleter de vrais nuages ferait un max d'argent et serait d'abord un homme respectable. Les nuages de l'expression pelletage de nuages sont sans aucun doute métaphoriques. Et le pelletage dont il est question l'est tout autant. Et surtout, il est d'une inefficacité remarquable. Pelleter des nuages, c'est ne rien faire. Et c'est même ne rien faire avec rien. Et donc, faire de la philosophie. C'est d'ailleurs pourquoi on dit aussi ceci. Ceux qui savent faire quelque chose le font. Ceux qui ne savent pas faire, enseignent. Ceux qui ne savent pas enseigner, enseignent la philo. La plaisanterie est bien drôle et elle est accueillie d'ordinaire par des sourires entendus quand ce n'est pas de francs rires. Et voilà pourquoi, année après année, un politicien un peu ambitieux, un de ces hommes à tout faire, qui promet de tout refaire, un de ces hommes qui veulent se faire une réputation d'homme qui sait faire, en promettant qu'il agira, propose qu'on fasse disparaître la philosophie du cégep. Les plus énergiques disent même qu'il faudrait faire disparaître les cégeps, puisque c'est cette partie du système scolaire où on paye des adultes à ne rien faire avec des jeunes qui perdent leur temps. Qui perdent leur temps à pelleter des nuages, sans doute. Mais l'opinion de ma société, celle dont je veux me venger, trouve son expression la plus commune dans cette phrase que vous reconnaîtrez tous. La philosophie, c'est jouer avec des mots. C'est donc le sens du sous-titre de la conférence de ce matin. Le philosophe sait jouer avec les mots, mais M-A-U-X, et non avec les mots. Il sait séjourner avec les mots, et non pas jouer avec eux. Je tenterai d'assumer les mots de l'ère du temps, mais pour les renverser, les subvertir l'opinion qui y est exprimée. Puisqu'on dit que moi et d'autres personnages de mon acabit jouons avec les mots, je le ferai pour de bon. Et donc les mots ne sont pas des mots, mais des mots, M-A-U-X. Et quand on sait jouer pour de vrai, on ne sait pas jouer, on séjourne. Par ailleurs, les remarques que je proposerai sont toutes tirées de mes lectures des Essais de Montaigne. Voilà pourquoi j'accompagne les mots que je dis de quelques mots qu'il a écrits. Cet aveu me conduit à une première remarque. Les Essais de Montaigne sont un de mes livres préférés. Je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai lu avec d'autres, plusieurs fois encore. J'ai écrit des articles et prononcé des conférences sur les essais. Mais en faisant cela, je n'ai fait qu'imiter mon héros, Michel de Montaigne. Vous avez une feuille, là, la première des citations. Dans un de ses essais, il dit, ou plutôt il écrit dans son essai « Des livres », au sujet d'un philosophe ancien du nom de Plutarque, il écrit ceci. « Son instruction est de la crème de la philosophie et présentée de façon simple et pertinente.
Il est libre partout. Il est plein de choses. Voilà pourquoi, en toute occasion, c'est mon homme que Plutarque. Je dis donc à la suite de l'auteur des Essais, c'est mon homme que Montaigne. Et je tenterai de faire la preuve qu'il est plein de choses, et non seulement un pauvre type qui joue avec des mots. Pour le faire, je commencerai en montrant comment il nous apprend à jouer avec les mots, M-A-U-X, c'est-à-dire à examiner les difficultés de la vie pour montrer ce qu'on pourrait appeler leur revers. Allons-y. Un des essais de Montaigne porte le titre, c'est la deuxième citation, de l'incommodité de la grandeur. C'est une longue réflexion sur l'inégalité entre les êtres humains, car c'est ce dont il parle quand il écrit le mot grandeur. C'est de l'inégalité, au fond. Ce mot de Montaigne est bien utile parce que les Occidentaux du 3e millénaire, ça c'est vous et moi, ne peuvent pas parler de l'inégalité en raison de l'ère du temps. L'inégalité est un tabou de notre temps. Pour être plus exact, nous pouvons parler de l'inégalité à la condition de faire sentir que nous sommes horrifiés par cette horreur. En revanche, comme pour tous les tabous, les êtres humains trouvent moyen d'en parler et même de l'approuver en prenant un autre mot pour le dire. Ainsi, quand l'inégalité est trop évidente pour ne pas la nommer, on parle de différence. Voilà pourquoi il est interdit de célébrer l'inégalité, mais il est tout à fait correct de souligner la différence, voire de la fêter. Quoi qu'il en soit, tous sont d'accord que l'inégalité est un mal, voire qu'il est le mal fondamental, celui qui les indigne et qui leur donne le droit et même le devoir d'être des indignés. Mais je reviens aux remarques de Montaigne pour montrer comment on peut jouer avec les mots. Comment on peut, quand on est philosophe, jouer avec le mal. Être un philosophe, c'est entre autres choses se faire l'avocat du diable. La première chose que dit Montaigne, c'est qu'il y a de la grandeur ou de l'inégalité. Ce fait est non seulement un fait, mais c'est un fait puissant. Les inégalités de la beauté, de la santé, de la vigueur sont présentes partout. Et elles attirent et repoussent les êtres humains constamment. Chacun sait, malgré tout ce qu'on peut lui faire croire par les phrases toutes faites du politiquement correct, tout le monde sait qu'il est meilleur d'être beau, en santé et vigoureux que d'être laid, malade et mou. De même, chacun reconnaît que les gens beaux, pétants de santé et forts sont rares. On pourrait dire que c'est la biologie qui renseigne sur la bonté de ces inégalités, obscènes dans leur vérité et leur puissance. Par manière de preuve, j'imagine quelques amis en train de parler d'un sujet qui les passionne. Mettons la dernière défaite crève-cœur du Canadien. Plusieurs personnes passeront autour d'eux sans qu'ils n'arrêtent la discussion qui les absorbe tout à fait. Sauf qu'à un moment donné, quelqu'une, j'imagine 3 garçons qui parlent du Canadien, quelqu'une, donc, un vrai pétard, traversera la pièce et les 3, ou au moins 2 des 3, ne penseront plus pendant quelques instants au moins à leur passion sportive. C'est là le pouvoir de la beauté et la preuve de la brutale inégalité qu'elle comporte. La beauté, c'est comme la lune qui fait monter les marées. L'eau ne peut rien faire contre l'attraction de la lune. Disons qu'elle est un exemple d'inégalité naturelle. Mais il y a aussi l'inégalité sociale. Et c'est celle-là qu'on s'empressa d'haïr une fois qu'on a compris que l'inégalité naturelle existe et qu'elle est irrésistible. Puisqu'il est obligatoire de dénoncer l'inégalité, pour se donner bonne conscience, pour redorer son blason, on se rabattra sur l'inégalité sociale pour la charger de toute la haine dont on est capable. En revanche, Montaigne continue dans le même essai en parlant avec sérénité de la grandeur et en laissant entendre que même les inégalités sociales, comme le pouvoir, comme la gloire, comme la richesse, sont en un sens naturels. Car il y aura toujours des êtres humains qui mèneront les autres. Il y en aura toujours qui seront plus admirés que les autres. Et certains d'entre eux emmagasineront dans l'argent ou son équivalent des avantages qui leur donneront du pouvoir sur les autres.
J'ajoute qu'on pourrait toujours prétendre qu'il faut trouver un moyen de contrôler les inégalités sociales pour les empêcher de pervertir les imaginations, de convertir les cœurs et d'invertir les vies. Mais je ne comprends pas comment les gens qui proposent cette solution ne voient pas qu'elle suppose qu'on accordera du pouvoir à certaines personnes pour empêcher que le pouvoir des autres ne se fasse du mal. Ma question est la suivante. Qui assurera que les indignés mis au pouvoir seront moins des hommes et des femmes de pouvoir que ceux qu'ils doivent contrôler? Qui surveillera les surveillants? Le pouvoir politique établi contre les gens de pouvoir n'est-il pas un pouvoir et donc une inégalité sociale établie au nom de la haine de l'inégalité sociale? Mais je reviens aux remarques de Montaigne. Si l'horreur qu'est l'inégalité est naturelle et que même l'inégalité sociale est, pour ainsi dire, inévitable, j'aime bien l'analyse critique que Montaigne fait des inégalités sociales. Elle me semble à la fois plus vraie et plus efficace que les protestations indignées ordinaires. Au lieu de prêcher le remplacement d'une inégalité sociale par une autre, il cherche à montrer que les inégalités sociales sont lourdes à porter. D'où le titre de son essai, de l'incommodité de la grandeur, soit des désavantages qui viennent avec l'inégalité sociale. Les inégalités sociales seraient-elles lourdes à porter? Est-il possible que ceux qui courent après le pouvoir, la gloire et l'argent se trompent? Montaigne ne l'affirme pas en toutes lettres, mais il indique que la grandeur sociale a de graves inconvénients. En suivant Montaigne à la trace, mais aussi en m'appuyant sur mon expérience constante, je peux en signaler quelques-uns. Car l'usage du pouvoir implique qu'on est occupé sans cesse par des responsabilités nombreuses. Et surtout qu'on est surveillé par tous ceux qui n'en ont pas, mais qui grouillent et qui grenouillent sans cesse par l'envie du pouvoir. Aussi, être au pouvoir, c'est se donner beaucoup de mal à cause des manigances des inférieurs qui exigent que leurs supérieurs les servent ou qui veulent être des maîtres à la place des maîtres. Mais en plus, le pouvoir fait que les autres, ces mêmes inférieurs, mentent à leur chef. Que ce soit par flatterie, par obséquiosité, par aveuglement, les êtres humains ne sont pas capables de dire la vérité aux hommes et aux femmes qui ont du pouvoir. Pensez à votre professeur. Vous ne dites jamais la vérité à votre prof, parce qu'il a le pouvoir. Quand on songe au fait incontournable que les êtres humains, je veux dire vous et moi, sont bien sujets à se mentir à eux-mêmes et en conséquence à se faire du tort, il est inquiétant de penser, et encore plus inquiétant de constater, que l'usage du pouvoir conforte cette tendance lourde du fait que les autres, ceux qui envient ou admirent le pouvoir, se taisent, ou pis encore, mentent aux puissants. Et on en arrive ainsi au dernier désavantage du pouvoir et donc de l'inégalité sociale. L'amitié n'est possible que lorsqu'il existe une égalité de fond entre les amis. Or, encore une fois, c'est Montaigne et mon expérience qui m'enseignent que l'amitié est le sommet de l'existence humaine. Or, tous ces mots, souci, mensonge, manque d'amis, sont les conséquences à peu près inévitables de ce qu'on appelle l'inégalité sociale. Ce qui est censé être un bien, au moins pour ceux qui poursuivent le pouvoir, est donc un mal, quand on y regarde de près. Et réfléchir avec Montaigne, réfléchir en philosophe, c'est jouer avec les mots. C'est-à-dire que la philosophie permet de mieux saisir comment les biens et les maux de la vie sont intriqués les uns par rapport aux autres, les uns dans les autres. En un sens, Montaigne ne fait jamais rien d'autre que de réfléchir sur les biens et les maux. Je pense par exemple à un autre essai qui en fait, dont c'est le thème. C'est la troisième citation. Le chapitre porte le titre « Que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de l'opinion que nous en avons ». C'est, à mon avis, un des plus beaux textes de Montaigne, si ce n'était qu'il y en a tout plein d'autres. Et d'abord, il y a dans le titre un piège que je trouve admirable, celui de la paresse intellectuelle, car on croirait que Montaigne veut dire que tout dépend de l'opinion, et qu'en fin de compte, on ne peut rien savoir au sujet des biens et des maux de la vie.
et il est bien vrai qu'il a la réputation d'être un sceptique, soit quelqu'un qui affirme que l'intelligence humaine est incapable de saisir la vérité des choses. Je crois que cette réputation est inexacte, et je signale que selon le titre que propose Montaigne, que vous avez là, le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de l'opinion. Pas complètement, mais en bonne partie. Et par la suite, dans la suite de son essai, Montaigne écrit plus de 20 pages pour analyser jusqu'où l'opinion humaine peut être manipulée par les apparences, ou, ce qui revient au même, par la soumission aux premières idées qui viennent. Pour montrer un peu ce que c'est que la philosophie, et que la philosophie, c'est bel et bien jouer avec les mots, M-A-U-X toujours, je signale que plutôt que de décider qu'on ne peut rien savoir au sujet des biens et des maux, Montaigne examine ce qui en est de trois choses que tous croient être des maux. Soit la mort, personne ne veut mourir, la douleur, on n'aime pas ça souffrir, et la pauvreté, j'aimerais donc être riche. Pourtant, il note des faits fort simples, mais qui permettent de guider le jugement de tout un chacun en montrant que l'évidence n'est pas si évidente. Il signale d'abord que l'être humain n'a aucune expérience de la mort et que personne ne sait ce qui se passe de l'autre côté de la mort, alors que tous ont senti la douleur, et d'abord la douleur physique. En somme, il distingue entre le mal que serait la mort, mais dont les vivants ne savent rien, et le mal qu'est la douleur, qui est connue de tous les jours, de tout le monde, sous diverses façons. Ça va de la faim à la migraine en passant par la fatigue. Il remarque ensuite que la douleur est certes un mal dont chacun a une expérience directe, mais que chacun a aussi l'expérience que le contexte d'une douleur est pour beaucoup dans son effet. Quand on est pris par une tâche, la douleur ne compte presque pas. Quand vous jouez au basketball puis quelqu'un vous donne un coup dans l'épaule, vous ne le sentez pas pendant que vous jouez. Après, oui. Quand on résiste à la douleur, il y a un plaisir qui vient de cette résistance même. Et quand on dépasse les limites que voudrait imposer la douleur, la joie de vivre est augmentée. Enfin, et quant au dernier mal qu'est la pauvreté, ou ce que Montaigne appelle la fortune, il montre que les choses essentielles de la vie ne sont pas affectées en vérité par l'argent ou son absence, et que la fortune, ou plutôt la pauvreté, n'enlève rien aux biens essentiels. Un homme riche qui est malade est un homme moins heureux qu'un homme en santé qui est pauvre. Pour le dire selon un jeu de mots dont Montaigne fait bon usage, la fortune ne contrôle pas la fortune. C'est-à-dire la pauvreté, ou la richesse, est moins importante que les biens naturels qu'offre la vie, mais sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Donc Montaigne montre que la réalité est compliquée et que les humains ont tendance à la simplifier pour mieux la tenir en tête. Tout cela pointe vers une idée cruciale qui est cachée au fond des choses, me semble-t-il, et que la philosophie, qu'elle soit guidée par Montaigne ou non, permet de saisir. Cette vérité, c'est que les choses sont doubles ou duplices. La duplicité est leur nature la plus simple. Ou encore la vérité la plus vraie est que les choses et l'intelligence humaine sont menteuses. Pour le dire au moyen d'une image, toute pièce de monnaie a une pile et une face. Et un dollar canadien offre d'un côté l'image d'un huard et de l'autre le profil d'Élisabeth II. Or, les êtres humains, vous et moi, veulent comprendre les choses parce qu'ils voient bien que le savoir leur donne un avantage. Mais les mêmes êtres humains, vous et moi, préfèrent que les choses soient simples, c'est-à-dire que leurs idées ne soient pas trop difficiles à acquérir et à exprimer. On saisit tout de suite le problème. Les choses sont doubles, alors que les humains, je parle toujours de vous et moi, veulent qu'elles soient simples. En un sens, toute la différence entre ce que j'appellerais l'instruction et l'éducation se ramène au fait que certains êtres humains n'acceptent pas que la commande de la simplicité
soit la mesure de l'effort de la vie intellectuelle, alors que les autres s'en accommodent. À ces derniers, la vérité paraît toujours simple. Et la vérité la plus simple, c'est un slogan. Et le slogan, c'est la vérité la plus vraie. Voici un exemple de ce clivage paradoxal. Je vous en donne un. Nous voudrions savoir si la technique est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et la plupart des êtres humains se divisent entre les technophiles et les technophobes, qui se moquent les uns des autres lors de débats plus ou moins violents. Or, la vérité est que ni les technophobes, ni les technophiles ne veulent être des technosages. Qu'est-ce qu'un technosage? C'est quelqu'un qui comprend que la technique n'est ni un bien qu'il faut aimer, ni un mal qu'il faut détester. Ou, ce qui revient au même, tout objet technique est à la fois un bien et un mal. L'homme de Cro-Magnon, qui a inventé le bâton, a découvert un instrument qui a augmenté son pouvoir sur le monde. Il a donc inventé quelque chose comme le iPad, comme le livre ou comme les pesticides. Il a inventé quelque chose qui peut être utilisé pour faire du bien ou pour faire du mal. Le bâton servira à faire tomber une pomme pour assouvir une faim, ou servira à battre un homme pour assouvir une colère. Et l'homme qu'on battra sera ou bien un criminel contre lequel on se défend, ou une honnête personne qu'on veut voler. Le réel est compliqué, je dis. Ce fait fondamental tient à un autre fait plus fondamental encore vers lequel je voudrais pointer, au risque de perdre pour de bon votre patiente sympathie, ou ce qui en reste. La caractéristique première du réel est d'être quelque chose. Cela implique que chaque chose n'est pas ce qu'elle n'est pas. Je sais que vous pensez que je joue avec les mots, mais je suis persuadé de toucher à un des problèmes fondamentaux de la vie, de la vôtre, de la mienne. Si je suis un être humain, je ne suis pas un Dieu. J'ai alors les caractéristiques d'un être humain et non ceux d'un Dieu. En revanche, encore une fois, mais d'une autre façon, l'intelligence humaine, la mienne, la vôtre, cherche à simplifier les choses en les mêlant. Les humains aiment bien s'imaginer qu'ils sont des dieux. J'appellerais cette nouvelle façon de mêler les choses la pensée magique. On fait comme si ce qui est quelque chose, et donc n'est pas autre chose, on fait comme si c'était en même temps tout. On fait comme si tout se vaut, tout est dans tout. On trouve peu sympathique la rigueur intellectuelle qui empêche de rêver qu'on a des ailes, ou que le monde est différent de ce qu'il est, ou que le cœur dit plus vrai que la raison. La philosophie est la médecine nécessaire qui guérit de la maladie de la pensée magique. Mais je reviens au jeu de mots de Montaigne. La fortune ne peut pas être contrôlée par la fortune parce que l'homme n'est pas un dieu. Et ce, malgré ce que les charlatans religieux et les politiciens veulent bien vous faire croire. En parlant de la fortune économique qui est moins puissante que la fortune du monde, j'ai signalé un des jeux de mots dont Montaigne use pour parler de la vie et éclairer nos vies. J'aimerais continuer sur ce thème, car il me semble que la philosophie n'est pas l'art de jouer avec les mots, mais l'art de séjourner auprès des mots, et que ce séjour produit de grands biens. Encore une fois, c'est Montaigne qui me l'a enseigné, et je voudrais présenter quelques exemples qui pourraient en montrer la vérité et l'efficacité. Et d'abord, en lisant les premiers mots de l'essai des cannibales. C'est la 4e citation que vous avez. Je prends donc les mots de Montaigne. Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après avoir reconnu l'ordre dans l'armée que les Romains lui opposaient, il dit « Je ne sais quels barbares sont ceux-ci » car les Grecs appelaient barbares toutes les nations étrangères. Mais la disposition de cette armée que je vois n'est pas du tout barbare. Voilà comment il faut éviter de s'attacher aux opinions vulgaires et les juger par la voie de la raison et non par la voie commune.
Ce texte est merveilleux. Je suis tenté de dire que ce sont les deux phrases les plus profondes de la littérature française.